Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiffe un film. On va parler aujourd'hui du film le plus cher de l'histoire du cinéma, du film le plus fou qui ait jamais existé, du process de production le plus incroyable, où la folie d'un homme engendre la folie de tous, d'un film connu pour avoir ruiné tout un studio hollywoodien. Bref, une histoire, un film, un tournage qui changea à jamais les règles de production du cinéma et fait passer Titanic pour un vulgaire court-métrage. Je parle de Cléopatra de Joseph Mankiewicz. You grow more beautiful each time I see you. Take so much of me. Pour comprendre ce film, il faut le resituer à son époque. Hollywood rayonnait et brillait sur le monde. C'était connu pour être le lieu où les rêves et les fantasmes se réalisent. Et ce qu'ignore une partie du public, c'est qu'une série de circonstances va causer une baisse assez flagrante des recettes. Les studios vont devoir remplir les caisses. En 1948, la Cour suprême des États-Unis met fin au monopole des studios sur les salles de cinéma. Et le succès grandissant de la télé fait baisser les fréquentations des salles de plus de 40%. Les studios s'effondrent les uns derrière les autres, alors qu'ils tournaient à plein régime. Et à cette époque, aucun studio n'était aussi vulnérable que celui de la Century Fox. Daryl Zanuck, qui était un réalisateur et qui est le cofondateur des studios de la Century Fox en 1935, quitte la présidence du studio pour réaliser ses rêves de cinéma indépendant en Europe. Le poste de la présidence de la Century Fox sera pris par Spyros Skouras. Alors Spyros Skouras, c'est un riche immigrant grec, c'est un homme d'affaires, c'est pas un cinéaste comme Zanuck l'était. Et quand il arrive à la présidence de la Fox, il a qu'une idée en tête, faire tomber les dollars. We have invested the largest sums of money in our history to provide a total of 55 productions for the next 12 months. These productions will be of quality and scope that we believe will appeal to every one of you. Alors malheureusement pour Skouras, quand il arrive à son poste, même avec des stars sous contrat comme John Wayne, Elvis Presley ou Marilyn Monroe, les caisses du studio se vident progressivement suite à une série de flops. La compagnie est au bord de la faillite. Alors pour remplir les caisses sans prendre trop de risques, Skouras demande aux archivistes de fouiller dans l'historique du studio, voir s'il y avait possibilité de faire un remake à pas cher. Et c'est alors que tombe Cléopâtre. La dernière version était de 1917 et c'était un film en noir et blanc. Et le film à son époque a fait un gros succès. Alors aussitôt le studio embauche Walter Wanger. Alors qui est Walter Wanger? C'est un producteur à succès qui a produit une série de films pas chers qui a rapporté gros. Special thanks to Mr. Walter Wanger, who made this possible. I thank you. Et qui venait juste de sortir de prison pour crime passionnel.
Ce que voulait faire le studio, c'est faire un film à pas cher qui rapporte gros. Alors aussitôt Skouras lance la machine en disant go 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 les gars, vous avez 2 millions de dollars et 3 mois pour faire le remake. Alors quand Walter Wanger met le nez dans le projet, il se rend compte que l'ancien Cléopâtre, la version de 1917, était un vieux film en noir et blanc et muet. Donc il fallait réécrire le scénario ou alors faire une continuité dialoguée. Donc déjà, ils ont cramé les 3 mois à réécrire le scénario. Donc ça commence comme ça le projet. Alors ensuite, le studio embauche un chef décorateur, John DeCuir, récemment oscarisé, pour produire du visuel, du croquis et des maquettes, afin de les montrer aux actionnaires de la Century Fox. Quand ils virent le potentiel du film et la possibilité de faire de très gros profits, ils décidèrent de passer le budget de 2 millions à 5 millions de dollars. Et on est en 1959, 5 millions de dollars c'est quand même une grosse somme. Et à ce moment-là, Skouras se dit, avec 5 millions de dollars, on va prendre une vraie star. Et Spyros Skouras pense aussitôt à Audrey Hepburn et Sophia Loren. Mais Walter Wanger, lui, rêve d'une autre star. Il rêve d'Elizabeth Taylor. Et ça tombait bien parce que Liz Taylor venait juste de terminer son contrat sous la MGM et elle était libre. Ça veut dire aussi libre de choisir ses films et libre d'imposer ses conditions dans un nouveau contrat. Aussitôt, la Century met en garde Walter Wanger sur les problèmes de santé chronique de Liz Taylor qui sont ingérables sur un tournage. Liz Taylor tournait un film de Mankiewicz à Londres et elle reçut un coup de fil de Walter Wanger le soir pour lui proposer le rôle de Cléopâtre. Liz Taylor, qui n'était pas intéressée, décide de manière diplomatique de repousser l'offre en disant qu'elle accepte, mais à condition qu'elle soit payée 1 million de dollars. Manque de chance, Walter Wanger lui dit banco. The motion picture casting achievement of the year is about to become a recorded fact as producer Walter Wanger introduces Elizabeth Taylor to 20th Century Fox executive producer Buddy Adler. The occasion, the Hollywood signing of the exotic Elizabeth for the most exotic role in her career, and the role Cleopatra. Et en octobre 1959, la Century Fox est le premier studio à se payer une actrice pour un rôle unique à 1 million de dollars. Alors Liz Taylor impose 3 conditions à son contrat. La première, c'est que le film soit tourné à l'étranger. La deuxième, c'est qu'elle ait un droit de regard sur le choix du réalisateur. Et la troisième, c'est que le film soit tourné avec le procédé Todd AO. C'est-à-dire que le procédé Todd AO, c'est un procédé de tournage en 70 mm inventé par son mari, dont elle avait les droits. Pendant ce temps-là, Skouras embauche un scénariste expérimenté, Nigel Balching, qui est le scénariste de Barabbas et de l'Ange Bleu. Et il restait plus qu'à trouver pour le film un réalisateur. Skouras s'appelle Rouben Mamoulian, un spécialiste du film romantique à cette époque. Alors le film a un scénario, a une star et a un réalisateur. Le studio sait très bien que c'est le film qui va remplir les caisses ou alors leur faire mettre la clé sous la porte. Alors Skouras décide, puisque le budget de 5 millions est déjà amputé d'1 million pour le salaire de Liz Taylor, il décide de tourner à Londres. Il faut savoir qu'à cette époque, le gouvernement britannique a mis en place le plan Eddy, qui est un plan pour attirer les productions étrangères, qui leur permet, si dans la condition où ils tournent à Londres, de faire des grosses déductions fiscales à condition qu'ils embauchent des techniciens et des acteurs anglais. Alors le studio embauche aussitôt des comédiens britanniques. Peter Finch pour le rôle de César, Stephen Boyd pour le rôle de Marc-Antoine et Keith Baxter pour le rôle d'Octavien, le neveu de César. Aussitôt, ils font des essais costumes, maquillage et accessoires avec ces comédiens. Alors la construction des décors peut enfin commencer.
En tout premier lieu, le studio claque 600 000 $ pour transformer 8 hectares de campagne anglaise en la ville portuaire égyptienne d'Alexandrie. Ils construisent un gros bassin qui remplissent d'eau, et en fait la tâche était si colossale que le studio n'avait pas prévu assez de plâtriers, et ils ont été jusqu'à poser des embauches, des annonces d'embauche dans les cinémas de Londres pour recruter du monde. Alors le 28 septembre 1960, la caméra tourne pour la première fois. Et le premier jour de tournage sur un film, c'est plutôt un jour important puisqu'il donne la température de l'ambiance qu'il va y avoir le reste du film. Et pour une première journée, c'est plutôt une catastrophe puisque le syndicat des coiffeurs britanniques quitte le plateau en colère en protestant contre la présence de Sidney Gillaroff, un styliste américain imposé par Liz Taylor, alors que le plan mis en place par le gouvernement britannique, le plan Eddy, stipulait la présence d'employés britanniques. Alors pour éviter un conflit général et éviter de perdre des jours de tournage, Walter Wanger passe un accord avec les deux parties. Sidney Gillaroff coifferait Liz Taylor dans la chambre de son hôtel et les coiffeurs britanniques la recoifferaient sur le plateau une fois son arrivée. Ceci étant réglé, ils pouvaient enfin tourner tranquillement, sauf qu'une autre catastrophe arriva, une catastrophe que personne n'avait prévue, la météo. Alors la météo était quasiment impossible, alors que la plupart des séquences étaient d'extérieur. Il pleuvait tous les jours, et tous les matins, les peintres retouchaient les décors afin qu'ils puissent tourner l'après-midi. Mais il y a eu une autre catastrophe, c'est que la météo a eu un effet désastreux sur la santé de Liz Taylor et son simple rhume s'est transformé en fièvre de cheval. La production a appelé beaucoup de médecins, dont Lord Evans, le médecin personnel de la reine, et son constat fut que c'était impossible que Liz Taylor puisse tourner dans cet état de santé. Mamoulian décide alors de tourner les séquences où Liz Taylor n'apparaît pas, c'est-à-dire principalement des séquences avec Stephen Boyle et Peter Finch, et pas mal de séquences extérieures. Mais la grande majorité des séquences nécessitaient la présence de Liz Taylor. Alors Mamoulian décide de tourner une grande séquence sans Liz Taylor, c'est l'arrivée de César dans le port d'Alexandrie. Comme on peut voir sur cette séquence, où la production a embauché plus de 1000 figurants pour tourner l'arrivée de César à Alexandrie dans la nuit glaciale de Londres. Alors mauvais choix, malchance, problème de santé de Liz Taylor, tout ça commençait à coûter très cher à la Century Fox. Le 24 octobre 1960, la Century Fox claquait plus de 100 000 $ par jour de tournage. Le 18 novembre 1960, la production ne pouvait plus tourner sans Liz Taylor. Alors pour continuer à tourner, ils décident de réécrire le scénario. Et alors ils embauchent donc un scénariste expérimenté et oscarisé, Nunnally Johnson, qui pour 140 000 $ va réécrire complètement le scénario. Sauf que le réalisateur Mamoulian, lui, défend son film, son scénario et son scénariste et refuse toute réécriture de Nunnally Johnson. Ce qui fait que ce scénariste fraîchement débarqué encaisse le chèque de 140 000 $ sans jamais rien écrire. En janvier 1961, le tournage reprit, avec le grand retour de Liz Taylor en pleine forme. Mais une autre catastrophe arriva, c'est que la météo s'attaquait à la végétation des décors. Les palmiers qui avaient été mis en place là pour évoquer l'Égypte fanaient les uns derrière les autres et la production dut les changer quasiment tous les jours. D'un autre côté, le scénario ne plaisait plus à Liz Taylor. Il avait été tellement modifié et trafiqué qu'il ressemblait à rien et Liz Taylor le trouvait ridicule. Elle refusa même de tourner des séquences, en prétextant que si le film était un navet, on montrerait du doigt non pas le studio, le scénariste ou le réalisateur, mais on montrerait du doigt elle, la star, ou $1 million.
Mamoulian, lui, qui défendait son scénario et son film, mit un ultimatum au studio en menaçant de démissionner pour gagner du temps et pour faire respecter son autorité. Sauf que Liz Taylor appuya sa démission auprès du studio et la Century Fox céda à Liz Taylor et licencia Mamoulian. Cléopâtra venait de perdre son réalisateur. En janvier 1961, Cléopâtra avait déjà coûté 7 millions de dollars pour 16 semaines de tournage, venait de perdre son réalisateur et les rushs ne laissaient réellement que 10 minutes de film utilisable. Alors la Century Fox dut faire un choix difficile, ou arrêter le film et perdre les 7 millions de dollars déjà investis dans le film, ou continuer le tournage, ce qui implique réinjecter de l'argent pour terminer le film. Il faut savoir que pour sauver un film, le seul moyen c'est de le finir, pour pouvoir l'exploiter en salle et récupérer l'argent investi. Alors Skouras se mit à la recherche d'un nouveau réalisateur. Sauf que le contrat de Liz Taylor stipulait qu'elle avait un droit de regard sur le réalisateur. Liz Taylor proposa 2 réalisateurs, George Steven et Joseph Mankiewicz. George Steven était déjà pris sur un tournage, alors le studio se tourna vers Mankiewicz. Mankiewicz, qui en plus avait déjà tourné avec Liz Taylor dans The Last Summer, et était capable de réécrire le scénario de Mamoulian, puisque 10 ans auparavant, il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur et meilleur scénariste sur All About Eve. La Century Fox contacte Mankiewicz, mais celui-ci refuse toute proposition jusqu'à la moindre rencontre. Skouras sait qu'il peut se payer tout le monde, il suffit d'y mettre le prix. Mankiewicz s'avéra extrêmement cher. Le président de la Fox lui fit une offre de plusieurs millions qu'il accepta avec méfiance. Ce qui est important de savoir, c'est que pour la Fox, Mankiewicz a des bons rapports avec Liz Taylor et sait écrire un scénario. Ce qui était important, c'est de sauver le film. Le 1er février 1961, Mankiewicz devient officiellement le réalisateur de Cléopâtra. Une fois arrivé sur place à Londres, la première chose qu'il a dit en voyant les décors, il parle d'une vision cauchemardesque. Le 4 mars 1961, autre catastrophe, Liz Taylor retombe malade à cause de la météo. Sa maladie se transforme en pneumonie. Liz Taylor tombe dans le coma. Panique générale à la production. Par chance, à l'hôtel où elle logeait à Londres, il y avait un colloque de médecins. Et les médecins ont réussi à la réanimer et à l'emmener en urgence à l'hôpital en lui faisant une trachéectomie d'urgence. À l'époque, la presse qui suivait le tournage de Cléopâtra annonce publiquement sa mort. Sauvée in extremis, Liz Taylor doit retourner aux États-Unis pour une longue convalescence. Ça fait la une des journaux. Back in the United States after her brush with death in London, Elizabeth Taylor is carried from her plane in a wheelchair. The arrival at New York of the actress, who was in England to play the title role in Cleopatra, is graphically filmed. She takes the excitement like the true trooper she is, though she's still weak from her bout with an exceptionally virulent form of pneumonia. And now, representing a triumph for the will to live, she's off to California for a long rest in which fully to recuperate. Cette convalescence va permettre à Mankiewicz de retravailler le scénario maladroit de Mamoulian. Mais Mankiewicz décide de tout reprendre à zéro et réécrit complètement le script. D'un autre côté, Skouras apprend que les compagnies d'assurance refusent d'assurer Liz Taylor en cas de nouveaux problèmes de santé et les compagnies vont jusqu'à lui proposer un nouveau choix d'actrice comme Marilyn Monroe. Mais la Fox, qui a déjà investi plus de 12 millions de dollars dans le projet, n'a pas d'autre choix que de continuer avec Liz Taylor. Alors Mankiewicz va faire part de ses sentiments à la Century Fox, en précisant qu'à Londres, avec un peu de chance, il y a une semaine de plein soleil dans l'année, et qu'on ne fait pas passer Londres pour l'Égypte ou pour Rome, et qu'un changement climatique serait vraiment bénéfique pour la santé de Liz Taylor. Donc, les médecins, dont le médecin personnel de la reine, Mankiewicz et les compagnies d'assurance font pression sur la Fox
pour changer de lieu de tournage. Et la Century Fox va prendre à ce moment-là la décision des décisions. Ils décident de détruire tout ce qu'ils ont fait à Londres. As the film is not to be made in England after all, the set is being dismantled. But the fall of Alexandria here is not the end of the story. The film must be made. This ancient city must rise again elsewhere. It was all for Cleopatra. Et c'est reparti, on détruit tout et on recommence. Et c'est vers l'Italie que la Fox se penche pour tourner dans les studios de la Cinecittà à Rome. Rome, qui bénéficie d'un soleil quasi annuel, vont pouvoir enfin construire des nouveaux décors et recommencer le tournage. La presse, à ce moment-là, titre « Cléopâtre revient à Rome 2000 ans plus tard ». À ce moment-là, Mankiewicz travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour veiller à la préparation du film, y compris la construction des décors. Avec une consigne qu'il donne à John de Cuir, le chef décorateur, c'est de construire en grand et en très grand, y compris la taille du forum romain qui est 3 fois plus grand que l'original. La tâche à la construction des décors est tellement énorme que l'Italie vient même à manquer de matériaux de construction. Mais il n'y a pas que la taille d'importante pour Mankiewicz, il y a le détail. Et le détail et son importance, généralement ça paye. Comme on peut voir sur ces images, des décors couleur or, éclairés par des gélatines bleues, qui donnent toute une autre dimension aux images. D'un autre côté, comme le tournage était maintenant en Italie, le plan Eddie mis en place par le gouvernement britannique ne tenait plus. Donc Peter Finch et Stephen Boyd quittent le plateau, après avoir glandé plus d'1 an. Mankiewicz pense aussitôt à Rex Harrison pour reprendre le rôle de César. Liz Taylor étant rétablie, Rex Harrison dans le rôle de César, il ne restait plus qu'à trouver un comédien pour tenir le rôle de Marc-Antoine. Et c'est vers Richard Burton que Mankiewicz se tourne. Malheureusement, Richard Burton était sous contrat dans une compagnie de théâtre à Broadway, où il tenait le rôle du roi Arthur dans Camelot, et la Fox décide de racheter le contrat de Richard Burton pour le libérer. La compagnie de théâtre bien maligne propose la vente du contrat à $1 million. La Fox accepte, mais elle embauche aussi des comédiens anglais tels que Roddy McDowell, Martin Landau, Carol O'Connor et Cronin. Cronin, qui a été embauché pour 10 semaines sur le tournage et à cause des retards, restera plus d'1 an. Il y avait à présent sur le film des techniciens américains, des techniciens italiens et anglais, pareil pour les comédiens, et des milliers de figurants qu'il fallait entraîner à des scènes de combat, des scènes de chorégraphie complexes, avec plus de 20 000 costumes différents et accessoires fabriqués sur place. Le 6 juin 1961, la Fox cramait $70 000 par jour de tournage. Cléopâtra dépassait de $3 millions le budget de Ben-Hur sans avoir tourné une seule séquence. On en était à $15 millions. À chaque fois que Skouras allait voir les actionnaires à New York, le budget augmentait d'1 million. Walter Wanger et Mankiewicz commençaient à soupçonner Skouras de truquer les chiffres pour se couvrir auprès des actionnaires de la Fox. Et c'était le cas puisque Skouras a demandé à un comptable de trafiquer les comptes pour cacher les sommes englouties. Et le comptable a refusé, donc il s'est fait virer sur le champ et remplacé par un comptable plus docile, comme quoi ça se fait. Skouras demande à Mankiewicz de tourner rapidement quelques petites séquences, histoire de les montrer aux actionnaires, pour qu'ils puissent voir l'avancée des projets. Mais Mankiewicz refuse catégoriquement, parce qu'il n'avait pas fini d'écrire le scénario. D'autant plus que Liz Taylor commençait à passer en heures supplémentaires de tournage, c'est-à-dire des heures à $50 000 la semaine
sans jamais avoir rien tourné. C'est-à-dire que depuis que Mankiewicz est arrivé, il n'y a rien qui a été tourné. Liz Taylor n'a jamais tourné sur le film encore, mais elle est en heure supplémentaire. Donc travailler moins pour gagner plus en fait. Le 29 septembre 1961, Mankiewicz tourne enfin pour la première fois des premières séquences. You wanted to see me? I summoned you yesterday to an audience in my throne room. I was told I was not permitted to go there. For one thing, it's too close to the quarters occupied by your brother, Plotinus, Theodotus, and the rest. I will not be told where I can go and where I cannot go. Since it's obviously nothing that you want of me. Except my throne. Quand les actionnaires de la Fox voient le résultat des rushs, ils sont complètement rassurés et ils estiment que Cléopâtra sera à la hauteur des investissements. Alors un autre problème arrive, c'est que Mankiewicz consacre chaque minute à l'écriture du script. Il écrit même entre les prises, le mec. Ce qui force le process de production à tourner de manière chronologique, suivant le scénario, et non pas de manière à privilégier ou les décors ou les dates d'embauche des comédiens. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des décors construits en urgence, mais qui restent pour le moment inutilisés, ou des comédiens forcés à attendre et à rien faire. Ce qui n'arrange rien au budget, c'est que c'est pareil pour les techniciens. Des techniciens payés à ne rien faire qui attendent pendant des mois, quoi. C'est du gaspillage total. Alors maintenant que ça tourne, à la lecture du plan de travail, la Fox se pose une question. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui a eu une lumière. Il s'est dit, mais est-ce que le film va pas échapper à tout le monde? C'est-à-dire que ça fait 2 ans que ça part complètement en couille. Mais là, ils s'inquiètent de savoir si ils vont perdre le contrôle ou pas. Mais Mankiewicz, qui s'est gratiné, leur explique qu'il est en train de réaliser le film le plus impressionnant jamais réalisé. Et que ce film-là fera revenir les spectateurs en salle. Donc ça veut dire des dollars. Les actionnaires, ils sont aux anges, et donc à ce moment-là, ils se disent, puisque le film va rapporter des centaines de millions de dollars, l'argent dépensé n'est pas important. Et là, ça y va, là. Là, ils envoient du fric partout, ça part de tous les côtés. Et la plupart de l'argent dépensé était englouti ailleurs que dans l'image. Un gaspillage de dingue. La facture d'eau minérale du tournage s'élevait à 25 000 $ par semaine. Chaque accessoire était fabriqué en série avec le souci du détail, c'est-à-dire la peinture dorée, et qui était abandonnée à la simple demande du comédien pendant la prise parce que ça le gênait, donc inutilisable. Liz Taylor se faisait livrer du chili con carne en Italie depuis un petit restaurant new-yorkais. Chaque comédien avait un chauffeur privé qui attendait toute la journée. Ça fait une 50aine de chauffeurs personnels. C'était du délire. Alors tout d'un coup, Skouras décide de réduire les coûts de production. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait avant, mais là ça le prend, il se dit on dépense trop. Et il met la pression à un de ses directeurs de production, Johnny Johnson. Mais Johnny Johnson, avec la fatigue, le stress et la pression, le mec fait un arrêt cardiaque sur le plateau et il meurt. Donc ça calme tout le monde. Il a fallu des mois pour le remplacer, et pendant ce temps-là, l'argent coulait à flot, et avec de telles sommes, tout le monde s'est servi au passage. Alors Skouras décide de demander à Walter Wanger de lancer une campagne anti-corruption sur le plateau, tellement tout le monde se grattait, quoi. Mais Skouras, trop fatigué, incapable de contrôler l'énorme machine en marche, se retire provisoirement du projet en laissant Mankiewicz tout seul à bord. Donc Mankiewicz se retrouve scénariste, réalisateur et producteur de fait. C'est-à-dire qu'il produisait le matin, réalisait l'après-midi et écrivait la nuit. Mais le mec était déter, quoi. Le mec avait la foi et croyait vraiment qu'il faisait un bon film. Il lâchait rien. Alors à un moment, Roddy McDowell, qui était là depuis 4 mois sans jamais avoir tourné une seule minute, voyant le bordel général, décide d'appeler Daryl Zanuck, le cofondateur du studio de la Fox, qui était en train de tourner le jour le plus long, pour lui dire ça part total en vrille. Et en fait, Daryl Zanuck, qui profitait des comédiens qui ne faisaient rien sur Cléopâtra pour les embaucher sur le jour le plus long. Ce qui fait que si vous regardez Cléopâtra et le jour le plus long, vous verrez Richard Burton dans les 2 films et Roddy McDowell dans les 2 films. You ever killed a man? I mean, face to face?
gonna die. Face to face. Alors le jour le plus long qui se tournait en Europe, sous la direction de Zanuck, coûtait 8 millions de dollars. Zanuck appelle la Fox en disant « il me faut 2 millions de dollars de plus ». Mais Skouras refuse. Zanuck se met en colère en craignant que le studio qu'il a fondé ne fasse faillite, mais surtout en leur disant « attention, vous allez peut-être tuer Mankiewicz au travail, quoi ». Le 16 octobre 1962, Mankiewicz se prépare à tourner la séquence des séquences la plus grandiose du film, l'entrée de Cléopâtre dans Rome. Et au moment de tourner, le chef opérateur, Léon Chamroy, annonce un problème et pas des moindres, un problème qui va chambouler tout le reste du tournage. Impossible de tourner, la lumière n'est pas bonne, le positionnement du soleil, la brillance et les ombres non plus. Et si Mankiewicz veut faire de cette séquence la plus belle, il faut attendre le positionnement du soleil qui n'arrive que dans 6 mois, et il y aura la brillance et les ombres qui vont bien à la prochaine saison. Et donc ils attendent 6 mois pour tourner la scène. C'est au début des années 62 que Liz Taylor, pour la première fois dans le film, tourne quelques séquences avec Richard Burton. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été électrique entre eux. Avec Richard Burton, c'est un intellectuel, un mec dynamique, avec une personnalité très joueur. Et ça a charmé Liz Taylor. Et ils ont eu une passion ravageuse. Mais comme Liz Taylor était mariée, ils ont vécu leur relation en secret. Mais comme sur un tournage tout se sait, ils ont tout de suite été grillés par les comédiens. But I will never be free of you. Alors les médias se sont emparés de l'histoire et ça faisait la une partout. La presse accusait Liz Taylor d'être immorale et irresponsable parce qu'elle était mariée. Le Vatican a fait pression pour qu'on lui retire la garde de ses enfants. Donc on est en 62. Elle a été dénoncée au Congrès américain pour avoir une double nationalité, c'est-à-dire qu'elle est née en Angleterre. Des membres du Congrès ont voulu lui retirer son passeport. Et forcément, quand la presse et les politiques s'y mettent, le public s'y met aussi. Tout le monde criait au scandale. La presse et la télé, tout le monde se foutait de sa gueule. You're always forgetting my birthdays. I'm still wearing last year's snake. What do you want, a new snake every year? Who do you think you are, Liz Taylor? En mai 1962, Mankiewicz et son chef-op décident que c'est le meilleur moment pour tourner la séquence de l'entrée de Cléopâtre dans Rome. Malgré les problèmes, malgré les millions de dollars perdus, cette séquence-là reste une des séquences les plus impressionnantes jamais tournées dans le cinéma. Mais à Hollywood, la Century Fox allait vraiment très mal, la compagnie était au bord de la faillite.
Et pour remplir les caisses, il n'y avait qu'une solution, c'était précipiter les tournages en cours ou avorter les tournages en prépa, qu'ils soient prêts ou non. Et c'est le cas de ce film, Le Dernier Jour, avec Marilyn Monroe, où la Fox a stoppé net le tournage pour bricoler un montage rapide, histoire d'accélérer sa sortie en salle. Mais le film était tellement mauvais qu'il a fait perdre 3 millions de dollars de plus à la Century Fox. À un moment, Cléopâtra était le seul film en cours de tournage de la Century Fox. Ils ont arrêté tous les tournages en cours et gelé tous les projets en développement. La Fox demande à Mankiewicz d'accélérer les séquences avec Liz Taylor afin de la libérer parce que le cachet de Liz Taylor montait maintenant à 7 millions de dollars. Il ne restait plus qu'à tourner des séquences en Égypte. Alors pour faire des économies, la Fox décide de virer Walter Wanger. Walter Wanger, qui lui était là depuis le tout début et s'est battu vraiment pour que le film reste, était déterminé à rester, le mec. Et il a refusé ce licenciement, il est resté sur le plateau avec Mankiewicz en refusant son salaire en fait. Donc la Fox décide de s'attaquer à Zanuck et au jour le plus long. Et il décide de réduire la durée au montage du film pour accélérer la sortie. Zanuck, qui lui était déterminé à défendre son film et éviter la faillite de son studio, qu'il avait cofondé en 1935, allait se préparer à la bataille de sa vie. En juin 1962, Zanuck arrive à New York pour une rencontre avec les actionnaires de la Fox. On ne sait pas ce qui s'est passé, si ce n'est que cette réunion, ça a frité méchant et ça a duré toute la journée. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à la fin de cette réunion, Skouras a été viré du poste de président de la Fox. Zanuck a repris ce poste-là, il a repris le contrôle de son studio. À partir de ce moment-là, Mankiewicz avait plus que 3 mois pour terminer son film, avant que Zanuck ne reprenne les rênes totales du projet. Mankiewicz tourne les dernières séquences de Cléopâtra en Égypte. Et pour la première fois depuis le début du film, on sent à l'image le manque d'argent et le manque de figurants et la pauvreté des scènes. La Fox va jusqu'à refuser de signer les chèques et de payer les factures. Et c'est Rex Harrison, qui lui croyait tellement en la vision du réalisateur, qui décida de payer de sa poche les frais et les factures de tournage. En août 1962, le tournage est terminé et commence enfin l'énorme tâche du montage. Mankiewicz travaille 1 mois tranquillement sans que le studio n'intervienne dans le process de montage. Il faut savoir que à ce moment-là, à la Fox, tout était fermé, plus rien ne marchait. Il n'y avait que le studio de montage qui était ouvert. Alors Zanuck installe à la présidence du studio son fils, Richard Zanuck, qui a produit Les Dents de la Mer. Ce qui va lui permettre, lui, de s'occuper et de reprendre en main le contrôle de Cléopâtre. Mankiewicz avait prévu de faire un film de 6 heures en 2 parties. Quand Zanuck a appris ça, il lui donna l'ordre de fusionner les 2 parties et de réduire le film de 3 heures. C'est-à-dire une coupe de 3 heures, c'est quand même une grosse coupe. Pour une production, plus le film est long, moins tu peux l'exploiter à la journée, moins il peut passer 2 fois. Donc on se retrouve dans une situation où Mankiewicz voulait sauver son film et Zanuck voulait sauver son studio. Et les deux entrèrent dans un conflit où l'un des deux devait céder. À ce moment-là, la seule source de revenus possible de la Fox était le jour le plus long. Et malgré la situation catastrophique du studio, ils estimèrent qu'une grande première pour la sortie du jour le plus long était nécessaire et indispensable à son succès. Responsible for the gala premiere, Darryl F. Zanuck attends with Irina Demick, who plays the part of the underground heroine in The Longest Day. Now president of 20th Century Fox, The Longest Day was Mr. Zanuck's ultimate production before assuming his duties as chief executive. A final effort which elevates Miss Demick to stardom. Le jour le plus long rapporta plus de 18 millions de dollars la première année de sa sortie. Pendant ce temps-là, les comptables de la Fox attendaient des rentrées d'argent. Le studio ressemblait à une vraie ville fantôme. Il n'y avait pas une personne, pas une voiture et le restaurant du studio était fermé. Les seuls bâtiments ouverts étaient le bâtiment administratif de la Fox et le studio de montage pour monter le film Cléopâtre.
Il n'y a rien qui tournait. Personne n'avait de contrat. Ce que voulait faire Mankiewicz à l'origine, c'était 2 films de 3 heures. Un film sur Marc-Antoine et Cléopâtre et un autre film sur César et Cléopâtre. Your gods and mine go with you, Caesar. Antony, how will I live? Same as I. One breath upon the other. Each bringing us one breath closer. Mais la logique à présent du studio était de faire un film unique sur Marc-Antoine et Cléopâtre, c'est-à-dire Richard Burton et Liz Taylor, en laissant César en arrière-plan, histoire de profiter du buzz du couple pour la sortie du film, c'est-à-dire plus de 3 heures de film qui allaient être retirés, c'est-à-dire 3 heures de scénario, 3 heures de tournage, de décor, d'embauche, qui allaient être abandonnés sur le sol de la salle de montage. Donc forcément, Mankiewicz était fortement opposé à cette décision, mais il a dû se plier à la logique indiscutable de Zanuck. Le 13 octobre 1962, Mankiewicz prend l'avion pour rejoindre Zanuck à Paris, pour lui montrer sa version du film. Le film, à ce moment-là, faisait 5h20, et Zanuck n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu. Alors les relations entre Zanuck et Mankiewicz commençaient à vraiment se détériorer, mais ce qui était sûr, c'est que l'un des 2 hommes devait céder. You will kneel I will what? on your knees. You dare ask the proconsul of the Roman Empire? I asked it of Julius Caesar. I demand it of you. Le 21 octobre 1962, Zanuck remonta le film et choqua tout Hollywood en licenciant Mankiewicz. Et la presse, qui suivait l'affaire Cléopâtre depuis le début, s'en donna à cœur joie parce que la presse soutenait Mankiewicz. Alors même un réalisateur comme Zanuck, un réalisateur expérimenté comme lui, dut se rendre à l'évidence qu'il n'arrivait pas à monter le film. C'était incompréhensible. En fait, il y a jamais eu vraiment de scénario, tellement il y a eu de versions différentes. Alors Zanuck s'entoura de monteurs pour monter le film, et il écuma tous les monteurs du studio, mais personne n'arrivait à rendre l'histoire crédible. C'était incompréhensible. Il y avait des rushs un peu partout, et des boîtes de pellicules sans inscription, où personne ne savait où cette prise allait. Et en fait, Zanuck dut se rendre à l'évidence que la seule personne capable de monter Cléopâtre, c'était Joseph Mankiewicz. Alors Zanuck réembaucha Mankiewicz, et ils travaillèrent des mois à remonter complètement le film. Mais malgré leurs divergences, ils étaient tous les 2 d'accord sur un point, c'est que les dernières séquences tournées du film manquaient de richesse et ne rendaient pas l'histoire crédible. Donc Zanuck prit une décision, et pas n'importe laquelle, il fallait retourner des scènes. En février 1963, on relançait la machine, mais avec Zanuck et Mankiewicz aux commandes. Ils firent revenir les comédiens, remontèrent les décors et retournèrent les séquences. Mais avec ces dernières séquences tournées, ils allaient pouvoir maintenant s'atteler à la lourde tâche du montage et rendre le film crédible. The smoke of burning Roman dead is just as black, and the stink no less. It was Pompey, not I, who wanted it so. Let what I have said be set down. En mai 1963, la durée du film était de 4h20 et la Fox était vraiment impatient de sortir le film en salle. Ce que voulait faire le studio, c'était frapper fort tant que l'intérêt pour l'affaire Liz Taylor-Richard Burton battait son plein. La première du film était prévue pour le 12 juin 1963 et la Fox concocta un cocktail promotionnel jamais vu auparavant. La prévente des billets atteignit un niveau phénoménal. Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization. Les journaux, la mode, la musique, les cosmétiques, la folie s'empara des gens. Il y a eu une véritable Cléopatra mania.
Il y avait les maquillages Cléopâtra, les coupes de cheveux Cléopâtra, les robes Cléopâtra, du délire. Le film est entré dans la culture pop américaine. Chiffon evening gowns by Seal Chapman, inspired by the costumes of ancient Egypt in the time of Cleopatra. This spring, Revlon brings you the new Cleopatra look, brilliantly translated into the most exciting and wearable look today. Today's Cleopatra wears a combination of Sphinx pink, a vividly light pink for lips and fingertips, and Sphinx eyes, a new idea in eye makeup. Together, the most exciting look in 2000 springs. You know, this isn't the most civilized look. Sphinx pink makes all other pinks look positively pallid. Ensuite, un autre problème arriva, et pas des moindres, c'est que les contrats avaient été tellement alambiqués que sur l'affiche du film, on reconnaît bien Liz Taylor et Richard Burton, mais on ne voit pas Rex Harrison, alors que le contrat de Rex Harrison stipulait ressemblance équivalente. Donc pour éviter un procès, la Fox a dû refaire toutes les affiches de films et les redistribuer. Alors les grands perdants du film, c'est Home Cronin, qui est resté sur le film plus d'1 an, et on le voit maintenant dans le film à peine 2 minutes. Martin Landau, dont on a coupé son suicide, il apparaît même pas dans le film. Et Liz Taylor, qui a été vraiment saoulée parce que les séquences dont elle était fière ont été sucrées au montage. Mais le plus important, c'est que le public, lui, qui ignorait ce qui manquait, aimait vraiment ce qu'il voyait. A turnout of 10,000 New Yorkers jams Broadway for the world premiere of Cleopatra. You know what? We've arranged it now, finally. Mr. and Mrs. Mankiewicz had their picture taken before. They are right here, and I want to introduce them to you. Nice to see you. You, sir, congratulations. A wonderful, wonderful... Tous ont qualifié le film de magnifique. Ils ont vraiment été impressionnés par la qualité du film. Le film a été nominé 9 fois aux Oscars. Le film reçut l'Oscar de la meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur maquillage, meilleure photo, meilleurs effets spéciaux. En fait, le film devint l'un des films les plus rentables des années 60. Le film fit plus de 24 millions de dollars de recettes dès sa sortie, alors que le film coûtait au total 44 millions de dollars pour un film qui à l'origine ne devait en coûter que 3. La Fox se remit vite de ses affaires financières et en 1968, la Century Fox retrouva un rythme de production normal et retrouva aussi sa place dans l'industrie du cinéma. Donc après le tournage, en fait, Mankiewicz ne retrouva jamais la foi qu'il a eue sur ses films en arrivant sur Cléopâtra et il s'écarta des grosses productions alors que les propositions pleuvaient. Mais le grand perdant, c'est Walter Wanger qui s'était impliqué dans le film comme personne et qui a été licencié et qui n'a même pas pu participer à la post-production du film. Walter Wanger s'est retiré à jamais du cinéma alors que le mec avait quand même produit plus de 60 films dans sa vie. Alors Cléopâtra a non seulement changé la vision des gens qui ont été associés à ce tournage, mais aussi la manière de produire des films à Hollywood. C'est-à-dire que ce film marque le début du pouvoir de la star. Paradoxalement, des années plus tard, et progressivement, les banquiers vont quitter Hollywood, ils vont déserter Hollywood. Parce que c'était quand même une folie que de miser l'avenir d'un studio sur un seul et unique film. Et donc, c'est des petits réalisateurs indépendants, comme Scorsese, De Palma, Coppola ou Carpenter, qui ont pris le contrôle d'Hollywood. Et ils se sont retrouvés avec des petits films, parce qu'ils faisaient des films de manière artisanale, des petits films qui ont une sortie mondiale. C'est-à-dire que le film Carrie, par exemple, de Brian De Palma, est un petit film d'auteur qui est sorti dans toutes les salles du monde. Et on parle de l'époque du blockbuster d'auteur.
jusqu'à ce que deux petits malins, c'est-à-dire George Lucas et Spielberg, fassent revenir les banquiers à Hollywood. Alors quand je parle de folie, c'est que est-ce que la Century Fox a tiré les leçons de l'aventure de Cléopâtra, qui a failli mettre le studio sur la paille quand même, parce que c'est quand même la Century Fox qui, des années plus tard, va produire Titanic. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, Cléopâtra, Joseph Mankiewicz, chapeau mec.